Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. Et nous commençons avec les dernières nouvelles sur le conflit syrien. La Turquie a lancé une série de frappes aériennes contre les positions des combattants kurdes dans le nord de la Syrie et a exigé leur retrait immédiat de cette zone. Plusieurs cibles situées dans la ville d'Azaz, à la frontière entre la Turquie et la Syrie, ont été visées par les frappes. La semaine dernière, les combattants de l'unité de protection du peuple kurde, appuyés par les raids aériens russes, avaient réussi à reprendre le contrôle d'une base aérienne de la zone aux mains des rebelles syriens. Le premier ministre turc Ahmed Davutoglu a déclaré que les combattants kurdes n'ont cessé d'harceler la Turquie. Les troupes YPG contrôlent la majeure partie de la région syrienne frontière avec la Turquie. Ankara considère le groupe de combattants kurdes comme une branche du PKK, fer de lance d'une insurrection qui dure maintenant depuis plusieurs décennies dans le sud-est de la Turquie. Et l'on reparle de la conférence sur la sécurité qui s'est tenue dans la ville allemande de Munich. Les pourparlers se sont concentrés sur la menace posée par les militants du groupe État islamique avec des inquiétudes croissantes liées à la Syrie. L'envoyé spécial des Nations Unies dans le pays s'est montré confiant quant à la formation d'un gouvernement d'unité nationale, bien que les délégués s'inquiètent du manque de progrès. Comprenant près de 6000 combattants en Libye, le groupe État islamique s'est engagé à mener davantage d'attaques. Et pour les délégués présents ici à Munich, il s'agit d'une crise qui ne peut pas être ignorée. Chaque heure, chaque jour qui passe, le processus politique est retardé. Il n'arrive pas avec un gouvernement qui soit suffisamment efficace pour répondre aux problèmes sécuritaires. Chaque journée perdue est un jour de gagné pour le groupe État islamique. Le groupe État islamique s'est servi de la crise politique dans le pays pour gagner davantage de terrain. Et les délégués indiquent que la campagne aérienne menée en Syrie et en Irak pourrait aller jusqu'en Libye. Et compte tenu de ce qui s'est passé la dernière fois, c'est là une inquiétude particulière pour de nombreux députés européens. Et parmi les opposants à de possibles frappes aériennes, l'ancien chef des Nations Unies, Kofi Annan. Il ne s'agit pas spécifiquement d'un problème musulman. Une enquête de la Banque mondiale datant de 2011 a montré que 40% de ceux ayant rejoint les mouvements rebelles déclarent être motivés par le manque d'emploi. Et avec ces faits à l'esprit, il est évident qu'une autre guerre contre le terrorisme, cette fois en Afrique, n'a pas plus de chances de réussite que la précédente. Beaucoup voient le fait que l'Afrique n'a pas été le principal sujet de discussion comme un élément positif, un signe que le continent surmonte certaines de ses difficultés passées. Mais il y a également de véritables inquiétudes que la Libye et ses voisins pourraient constituer un terrain fertile pour le groupe État islamique. Et une action urgente est nécessaire pour éviter cela. Les troupes américaines présentes en Afghanistan ne joueront plus un rôle actif dans la lutte contre les terroristes talibans, et ce malgré une nouvelle année de combat qui s'annonce selon toute vraisemblance très difficile. L'annonce a été faite par le commandant en chef américain sortant des forces internationales en Afghanistan. Nous l'écoutons. Les forces présentes en Afghanistan ne participeront plus activement au combat, sauf en cas d'attaque de l'ennemi, où elles seront habilitées à se protéger. En cas d'attaque répétée, nous rappelons alors que nous avons la capacité de protéger les forces spéciales américaines, mais aussi les forces de sécurité afghanes. Il en va de notre engagement et de notre responsabilité pour la sécurité de l'Afghanistan. C'est pourquoi on peut toujours y voir des hélicoptères Apache, des bombardiers, des drones, ainsi que d'autres équipements de combat positionnés sur place. Je tiens ainsi à rappeler que la mission dans le pays reste inchangée. À la suite de l'émeute qui a éclaté dans le quartier de Mongkok le week-end dernier à Hong Kong, un certain nombre de politiciens et de groupes des affaires ont fait part de leurs inquiétudes, déclarant que les violations de l'ordre et de la loi étaient intolérables. Chang Che-kung, un membre du conseil exécutif de Hong Kong, a déclaré avoir été choqué et en colère par les affrontements. Il a déclaré que les vendeurs de rue n'avaient pas créé de controverse, mais que cela avait servi d'excuse pour débuter des actes de violence. Chercher des excuses pour justifier ces actes n'aide pas les émeutiers, mais les porte à un autre niveau. Les gens devraient réfléchir à 2 fois à ce qu'il se passera prochainement suite à ces scènes de violence à Mongkok. Les responsables des forces disciplinaires de Hong Kong ont publié vendredi une déclaration conjointe condamnant l'émeute
en apportant leur soutien à la police. Et samedi, la police a arrêté plus de 60 suspects et 40 d'entre eux ont été accusés de lien avec cette émeute. Tong Yok-sing, le président du conseil législatif de Hong Kong, a fait part de ses inquiétudes. Les gens ne devraient pas recourir à la violence, même s'ils étaient insatisfaits du gouvernement. Et la violence est inacceptable pour la grande majorité de la société. Les associations du commerce et de l'industrie de Hong Kong ont joint leur voix pour condamner l'émeute de Mongkok. Plus de 30 membres des associations se sont rendus au commissariat de police de Wan Chai samedi pour y rencontrer les policiers blessés. Ils ont installé une banderole devant le commissariat et affirmé leur soutien aux forces de police dans le maintien de l'ordre. Nous espérons tous une meilleure économie et de la prospérité. Nous sommes ici pour exhorter la police de présenter devant la justice ceux qui ont perpétré ces attaques vicieuses et permettre à Hong Kong de retrouver la paix et la prospérité. L'incident a à l'évidence dépassé les frontières de la liberté de réunion et il s'agit d'une atteinte criminelle sérieuse à la loi pénale. Les faits venant des médias montrent qu'il s'agit d'une émeute. Nous devons donner à ces gens et à leurs partisans un avertissement. Le chef de l'exécutif de Hong Kong, Leung Chun-ying, a déclaré que les émeutiers du district de Mongkok ne représentaient qu'une très petite partie de la société hongkongaise. Il a par ailleurs appelé les habitants de la région administrative spéciale à ne pas chercher d'excuses aux violences. Parmi les personnes qui ont été arrêtées par les forces de police, eh bien on constate que la très grande majorité d'entre eux sont des chômeurs, et non des lycéens ou des étudiants comme on l'a dit. Et je rappelle que la plupart d'entre eux appartiennent à des groupes politiques radicaux. Je rappelle par ailleurs que les revendications politiques violentes des émeutiers ne sont pas représentatives de la majorité sociale. Le gouvernement appelle tous les habitants, et en particulier les partis politiques, à ne pas chercher d'excuses ou des raisons expliquant les revendications faites par la violence. Il ne faut en aucun cas blanchir les émeutiers. Restons au même chapitre. À Hong Kong, des groupes de citoyens ont envahi les rues pour dénoncer les émeutes qui ont eu lieu pendant le festival du printemps dans le quartier de Mongkok. Les Hongkongais qui participaient au dernier regroupement ont apporté leur soutien aux forces de police. Plus de 200 manifestants se sont rassemblés au pied de la tour de l'horloge dans le quartier de Kowloon. Ils brandissaient des banderoles et panneaux tout en scandant des slogans en soutien à la police. Ce défilé pacifique était conduit par un groupe s'étant baptisé l'Alliance en soutien à nos forces de police. La foule s'est dispersée à hauteur des rues de Sai Yong Choi dans Mongkok, à l'endroit même où les affrontements de lundi dernier s'étaient soldés par plusieurs dizaines d'officiers de police blessés. Des participants ont déclaré que cette action violente représente un grand danger pour le secteur touristique dans la région. Franchement, tout incident violent ou des manifestations comme celle-là auront un effet désastreux et repousseront les touristes pendant longtemps. Après cet incident, tous les habitants de Hong Kong devraient procéder à un examen de conscience, car il faut être deux pour danser le tango. Comme on peut tous le voir, le gouvernement doit trouver les façons de gérer la colère de notre jeunesse. Après les arrestations des émeutiers, il nous faut faire pression et exprimer clairement ce qu'elle souhaite et sa motivation pour participer à de tels regroupements. Les émeutes à Hong Kong ont eu un impact immense sur le tourisme dans la région. Le Conseil de l'industrie du tourisme de Hong Kong fait savoir que durant les vacances de la fête du printemps, le nombre de touristes de la partie continentale de la Chine a plongé de 70% par rapport à la même période de l'année dernière. C'est la plus forte baisse depuis 10 ans. Par ailleurs, la Fédération des hôteliers de Hong Kong rapporte un taux d'occupation dans les hôtels de quartier de Mongkok en chute libre après les émeutes du premier jour de la fête du printemps. De nombreux touristes ont préféré changer d'hôtel ou tout simplement annuler leur projet. Les professionnels du tourisme à Hong Kong ont exprimé leur inquiétude concernant les émeutes pour leur impact sur le tourisme en provenance de la partie continentale du pays. Les couples à travers le monde ont célébré hier la plus romantique des fêtes à l'occasion du jour de la Saint-Valentin. C'est l'occasion pour chacun de rappeler l'affection portée à son conjoint. Depuis plusieurs années déjà, les pays asiatiques se sont convertis à cette fête venue d'Occident, mais tout en gardant leur spécificité.
Au Japon, les jeunes femmes privilégieront des chocolats comme cadeau à leurs amoureux. Elles offriront également des Jerry Choco, ce qui signifie littéralement chocolat de l'engagement, symbolisant l'amitié et la reconnaissance des sentiments. En Corée du Sud, les jeunes femmes offrent également des chocolats à leurs partenaires de cœur, mais elles devront attendre jusqu'au 14 mars prochain, la fête des amoureux dans le pays, pour recevoir un cadeau affectueux en retour. Samedi était le dernier jour de la semaine de vacances de la fête du printemps en Chine. Les Chinois ont pris le chemin des villes où ils travaillent. Des flots toujours plus importants de voyageurs ont été vus à travers l'ensemble du pays. Les autorités ferroviaires ont annoncé que 10,3 millions de trajets ont été faits sur la seule journée de samedi, le pic de cette grande migration de la fête du printemps. Nombreux sont ceux qui ont choisi de voyager en train à haute vitesse. D'après les autorités de l'aviation civile, on a compté 8,5 millions de trajets aériens au cours de 7 jours de congé. Cela correspond à plus de 70 000 vols, soit presque plus de 7% de plus que l'an dernier. La ruée du retour s'est également produite sur les routes. Mais la neige et un brouillard épais ont perturbé la circulation et samedi, 69 autoroutes du nord de la Chine ont été fermées temporairement. Les touristes chinois sont connus pour leur capacité à dépenser lorsqu'ils sont à l'étranger, mais les choses sont en train de changer. Ce n'est pas leur pouvoir d'achat qui évolue, mais c'est plutôt les produits qu'ils achètent qui ont changé. On les appelle souvent les porte-monnaies ambulants. Les touristes chinois envahissent les centres commerciaux en France armés de cartes de crédit et d'argent comptant. Les autorités françaises estiment que 2 millions de touristes chinois ont visité la France en 2015, une augmentation de plusieurs milliers de personnes. Et en moyenne, chaque touriste chinois dépense plus de 5 000 € en France. 47% de leurs dépenses sont consacrées au shopping. C'est pour cette raison que les centres commerciaux français dans les centres-villes et en banlieue adorent les touristes chinois. Les Galeries Lafayette ont fait 50% de notre chiffre d'affaires avec la clientèle française et 50% avec la clientèle touristique. Et qu'au sein de la clientèle touristique, la clientèle chinoise est notre première clientèle étrangère. Nous avons reçu l'année dernière beaucoup de clients chinois et notre chiffre d'affaires a augmenté de 40%. Notre première nationalité en termes de chiffre d'affaires détaxé est la Chine. Et les Chinois changent le portrait de la consommation. Si aujourd'hui on constate une forte évolution justement sur des marques, c'est bien que c'est une clientèle chinoise qui devient de plus en plus mode et qui prend du temps pour acheter les marques qui l'intéressent. Les marques de luxe ne sont plus au sommet de la liste des achats des touristes chinois. Maintenant, la consommation de marques spécialisées et de produits de milieu de gamme ont atteint de nouveaux sommets. Les dépenses lors des achats en magasin, en comparaison à celles pour le logement et la nourriture, sont en baisse. Je pense que c'est parce que les touristes chinois sont de plus en plus rationnels en matière d'achat. Ils s'intéressent plus aux loisirs et au divertissement, pas seulement aux dépenses. Les touristes chinois sont encore les plus grands consommateurs du monde. Mais ce n'est plus seulement pour les biens. Ils veulent passer du temps à vivre une expérience pendant qu'ils sont en vacances. Parlons maintenant du Chinatown de San Francisco. C'est peut-être l'un des quartiers chinois les plus vivants d'Amérique, avec à chaque coin de rue habitants et touristes. Mais alors que les habitants célèbrent le nouvel an lunaire, beaucoup espèrent que l'année du singe leur apportera un meilleur espace de vie. C'est le plus ancien quartier chinois d'Amérique du Nord et aussi l'un des plus denses. Le quartier chinois de San Francisco borde le très cher quartier des affaires et donc il n'y a pas véritablement de possibilité d'expansion. Les prix de l'immobilier dans le centre-ville de San Francisco font partie des plus élevés du pays. Et comme on le voit avec ce projet d'immeuble de bureaux sur 25 étages, il n'y a nulle part où aller si ce n'est vers le haut. Et donc le quartier financier a au sens propre la possibilité de faire de l'ombre au quartier chinois. Alan Lowe a déclaré qu'il s'agissait là du résultat de 20 ans de travaux, car cet immeuble de bureau va bloquer les rayons du soleil qui n'atteindront pas Chinatown. Et le responsable des parcs, Alan Lowe, nous montre un ouvrage actuel censé faire le plein de soleil. L'extension du parc St. Mary vise à aboutir à un espace de plus de 550 mètres carrés pour les rassemblements, faire de l'exercice et la relaxation des habitants.
Cette extension sera le premier espace ouvert créé à Chinatown en 30-40 ans. Les espaces ouverts sont très limités à Chinatown. Les habitants du quartier vivent dans des conditions d'encombrement total. Ce que nous avons pour acquis, c'est-à-dire un salon, une salle à manger, tout cela n'existe tout simplement pas pour les habitants du quartier chinois. Cette extension est l'un des 5 projets d'espace ouvert qui se déroulent à Chinatown à l'heure actuelle. Et cela inclut une nouvelle station de métro ainsi qu'une place et une zone ouverte face à l'hôpital chinois, le lieu de naissance de Bruce Lee. D'autres projets majeurs sont à l'étude pour la place de Portsmouth, la zone la plus utilisée de San Francisco et de Chinatown. La directrice adjointe du Centre de développement communautaire de Chinatown, Cindy Wu, a déclaré que cette extension des espaces ouverts était le résultat direct du dur travail de la communauté. Je pense que nous nous trouvons dans le quartier doré des espaces ouverts de Chinatown. C'est vraiment car un certain nombre de choses arrivent en même temps. Pour les 20 ou 30 prochaines années, le processus a pris 10 ans. Désormais, les choses sont en construction au sol et tout sera réalisé au cours des 3 à 5 prochaines années. La transformation des célèbres artères comme celle-ci se déroule aussi cette année. L'année du singe sera des plus intenses, mais aussi celle qui apportera un trésor pour les futures générations, permettant aux citoyens de mieux respirer. Cela fait presque 30 ans que l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl a eu lieu. Cette zone dévastée d'Ukraine est restée déserdée depuis. Toutefois, malgré les radiations, certains animaux sauvages commencent à se réapproprier les lieux. Reportage. Voici le site du plus grand désastre écologique du monde, abandonné depuis 30 ans. La zone radioactive de Tchernobyl en Ukraine est loin d'être sûre, mais certaines créatures ont décidé de faire leur retour malgré tout. Quelques chevaux sauvages ont été réintroduits en 1990 et se portent bien. Ils sont désormais environ une centaine. Et d'autres espèces sont même revenues d'elles-mêmes, comme des loups, des ours ou des lynx. L'exode humain a vu l'évacuation de 130 000 personnes en une période très courte. Cela a créé un vide que la nature s'emploie maintenant à remplir. Les animaux sont libérés de la pression exercée par les humains. La centrale a explosé le 26 avril 1986, répandant une radiation nocive sur la plupart du continent européen. Le bilan humain est très controversé. Les experts de l'ONU reconnaissent 31 morts parmi les employés de la centrale et les pompiers. Mais Greenpeace pense que la catastrophe a aussi provoqué 100 000 cancers. Une zone de 2800 km² a été vidée après l'explosion. La ville de Pripyat, toute proche, est devenue ville fantôme. La chercheuse Marina Shvrikia dit que leur retour de la vie sauvage est très positif. Un lynx est apparu et c'est une tendance positive. C'est un animal protégé, alors c'est formidable. On voit les lynx se produire ici et ils sont de plus en plus nombreux. En raison de la radiation, les animaux sauvages font moins de petits et vivent moins longtemps. Les experts disent que c'est surtout les humains avec l'agriculture et la déforestation qui sont les plus nocifs pour les animaux. On attend des milliers de touristes dans la zone et il est à espérer qu'ils ne viendront pas saccager ce nouvel équilibre retrouvé. Les scientifiques et les défenseurs de l'environnement sud-africains ont déclaré avoir redonné naissance à l'espèce de zèbre disparue, le quagga. Au cours des 30 dernières années, un projet dédié utilisant les meilleures techniques de reproduction sélective a permis de ressusciter l'animal mythique dont l'espèce avait disparu en 1880. Regardons. Le quagga, une sous-espèce de la famille des zèbres en partie rayée, avait été entièrement décimé par les chasseurs de l'époque coloniale à la fin du 19e siècle. Mais récemment, un petit groupe de scientifiques et de défenseurs de l'environnement sud-africain affirment avoir redonné vie à l'animal au sein d'une réserve privée située à 2 heures de route au nord de Cape Town. Nous avons tenté de reproduire le quagga qui a disparu à cause de la chasse abusive, il y a maintenant de très nombreuses années. Le dernier quagga primitif est mort en 1883 dans le zoo d'Amsterdam. Et les critiques se sont constamment demandé au fil des ans pourquoi personne ne voulait ressusciter cet animal mythique. Nous avons simplement tenté de réparer les dommages écologiques causés depuis plusieurs décennies déjà.
Nous avons également tenté d'obtenir une petite représentation de cet animal charismatique qui vivait en Afrique du Sud depuis plusieurs siècles. Au cours des 30 dernières années, les membres du projet Quagga ont utilisé des techniques de reproduction sélective à partir de zèbres des plaines, afin de redonner vie à un animal qui, selon eux, est identique au quagga des plaines, présent en Afrique du Sud depuis des siècles. Nous sommes arrivés à ce résultat à partir de la technique de la reproduction sélective. Nous avons rassemblé les zèbres des plaines du pays avec le moins de rayures possible et nous les avons fait se reproduire en petits groupes distincts. Ainsi, nous avons réussi à extraire le gène de l'absence de rayures, pour aboutir au final à des animaux avec de moins en moins de rayures. Certains rappellent qu'il s'agit là d'une interférence allant à l'encontre de la nature et qu'il était peu probable d'arriver à reproduire un quagga à l'identique. Les analyses d'ADN montrent clairement qu'il s'agit de la même espèce que celle des zèbres des plaines. Elles sont vraiment identiques. Il est possible, si vous préférez, de l'appeler variété ou sous-espèce des zèbres des plaines. Mais nous insistons sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une espèce différente. Nous le rappellerons enfin que si l'espèce en question était très différente, tout le projet n'aurait pas à se justifier sur le plan scientifique. Alors que les critiques continuent de s'interroger sur les différents processus menés, les résultats sont là pour témoigner de la réussite des nombreuses tentatives. Le projet en est désormais à plus d'une centaine d'animaux reproduits, dont 6 faisant partie de la 5e génération depuis le lancement du projet Quagga. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.